cette grève qui touche les médecins généralistes. Ils dénoncent leurs conditions de travail et réclament notamment le doublement du tarif des consultations qui passerait à 50 €. Une grève qui tombe plutôt mal. Les hôpitaux sont débordés en raison d'une triple épidémie. On va en parler avec mes invités sur ce plateau. Arnaud Chiche, vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur à l'hôpital d'Hénin-Beaumont. Serge Smadja, vous êtes médecin généraliste, secrétaire général de SOS Médecins. Mais tout de suite, on revient donc sur cette pénurie de médecins en France avec Kevin Eliès. Et si le prix de la consultation chez le généraliste passait de 25 à 50 €? C'est ce que réclame le collectif Médecins pour demain. Il dénonce notamment une rémunération trop faible et des conditions de travail trop difficiles qui n'attirent plus les jeunes praticiens. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, dans les 25 € qu'on reçoit pour chaque consultation, il nous reste en gros entre 10 et 12 €. Et sachant qu'on travaille environ entre 50 voire 55 heures par semaine, les médecins généralistes, c'est vrai que tout cela devient très difficile. En appelant à fermer les cabinets toute la semaine, les grévistes entendent protester contre le manque criant d'effectifs en médecine de ville. Mais les principaux syndicats, eux, n'appellent pas à la mobilisation, rappelant notamment le contexte déjà tendu dans les hôpitaux, confrontés à une triple épidémie de grippe, Covid et bronchiolite. C'est franchement pas le moment alors qu'on est vraiment dans une situation épouvantable. C'est pas qu'on est saturé, on est sursaturé. Cette nuit, il n'y avait plus un lit de réanimation de disponible sur Paris et Petite Couronne. Les médecins s'étaient déjà mobilisés les 1er et 2 décembre, entraînant une baisse d'activité de 30% chez les généralistes. Mais en cette période de fête, le mouvement risque d'être moins suivi. Les praticiens sont déjà appelés à une grande manifestation nationale le 5 janvier prochain. Alors Serge Smadja, vous êtes médecin généraliste, je me tourne vers vous. On en parlait à l'instant pendant ce sujet. Je vous demandais si vous étiez gréviste, vous me disiez non, mais vous êtes solidaire du mouvement. Oui, nous sommes solidaires de ce mouvement parce que la médecine est en crise, que ce soit la médecine libérale ou la médecine hospitalière dont on parle beaucoup. Et aujourd'hui, toutes les conséquences de la démographie médicale vont s'aggravant. Et lorsqu'il y a une crise sanitaire telle qu'on connaît aujourd'hui, on a connu le Covid, mais aujourd'hui on fait face à une triple épidémie qui arrive aussi au moment des périodes de vacances scolaires, ce qui fait que le système n'arrive pas à encaisser ça. Et donc, nous réclamons tous les moyens possibles pour qu'il y ait plus de médecins pour nous aider, pour nous épauler, pour faire face à la demande de soins en général, crise ou pas crise. Et vous réclamez notamment donc, le doublement du tarif des consultations. Alors pour les téléspectateurs, ça peut paraître beaucoup quand on réclame quelque chose de doubler la consultation. Comment expliquer? Alors, nous sommes solidaires du mouvement qui consiste à dire que la médecine est en crise. Et dans ce mouvement, quand la médecine est en crise, il faut donc attirer les vocations. Et pour attirer les vocations, évidemment, l'augmentation de la rémunération fait partie des choses qui vont attirer les médecins. Nous avons, par exemple, à SOS Médecins, des demandes qui sont plus spécifiques. À SOS Médecins, notre cœur de métier, notre ADN, c'est surtout la visite à domicile. Et nous réclamons qu'un geste soit fait particulièrement pour cette réponse aux demandes de soins, parce que c'est notre cœur de métier et c'est surtout là-dessus que nous voudrions que les choses avancent pour répondre à ce besoin spécifique à domicile qui est encore plus parlant, encore plus aigu dans ce domaine particulier. Arnaud Chiche, vous êtes médecin à l'hôpital, médecin anesthésiste. Vous me disiez justement à quel point la situation est très difficile. L'hôpital d'Hénin-Beaumont où vous êtes est débordé. Mais est-ce que vous êtes solidaire? Est-ce que vous comprenez le mouvement de ces médecins généralistes? Bien sûr, vous savez, il ne faudrait pas essayer d'opposer la médecine de ville et la médecine de l'hôpital ou des cliniques. C'est la même famille, c'est la même chose. Le but est de soigner tous les Français. On est obligé d'être solidaire parce que les problèmes datent pas d'aujourd'hui. Alors évidemment, comme disait Monsieur Pelou, il n'y a jamais de bon moment pour faire une grève. Cependant, la situation, elle est tellement connue, madame, depuis des années. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Il y a peut-être une triple épidémie virale assez violente qui fait qu'il y a un afflux de patients particuliers à l'hôpital. Un peu comme la première vague Covid avait révélé l'état de faiblesse du système hospitalier, là, la triple épidémie virale, elle révèle, une fois de plus, le niveau de faiblesse des hôpitaux. Il n'y a rien de nouveau. Donc en fait, l'histoire, c'est de savoir si l'exécutif contemple, est-ce qu'on continue à contempler, et puis à expliquer que c'est difficile pour tout le monde, ou alors est-ce qu'on prend des décisions? À quel point c'est difficile dans votre hôpital à Hénin-Beaumont? À quel point c'est difficile en ce moment? Je vais vous expliquer. En fait, quand on a des patients qui arrivent aux urgences, il faut bien évidemment s'occuper d'eux.
S'occuper d'eux, ça veut dire avoir des infirmiers, des aides-soignants, des médecins pour pouvoir faire les bons diagnostics, les examens, parfois les hospitaliser. Eh bien, il n'y a pas de place pour gérer à la fois ces patients-là qui arrivent par grand nombre en ce moment. De nombreux services d'urgence ont battu leur record de nombre d'admissions et en même temps poursuivre les activités de soins programmés, ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire hospitaliser quelqu'un pour faire un bilan de diabète, opérer un patient d'une prothèse de hanche. On est obligé de choisir. Donc, je vous redis qu'on est à un tournant. Soit on accepte de manière encore résiliente d'être dans un système organisé dégradé, soit on dit à l'exécutif, s'il vous plaît, arrêtez de pérenniser cette situation-là. Or, donc, il y a des mouvements aujourd'hui comme ceux des médecins libéraux, mais nous, on soutient, on est derrière. Et il faut que ça change. Parce que vous savez, on parle beaucoup de l'hôpital, mais le médecin généraliste, c'est une entité qui est fondamentale dans notre société. Elle est fondamentale. On parle du médecin de famille. Et on a oublié ces gens-là, on ne les écoute pas, ils ont des revendications précises. Et c'est vrai que quand on parle des montants de consultation, parfois ça peut peut-être perturber, mais vous savez, vouloir augmenter le tarif de la consultation, c'est aussi pour mieux soigner les malades, pour avoir un secrétariat, pour avoir des locaux bien aménagés, pour pouvoir déléguer de l'administratif. Ça n'est pas que pour des choses ludiques. Mais est-ce que c'était tout de même le moment, on dit il n'y a pas de bon moment, mais ce moment, cette période de défaite où c'est déjà compliqué de trouver un médecin, est-ce que c'était le bon moment pour faire grève? D'ailleurs, certains syndicats ont décidé de ne pas suivre ce mouvement. C'est sûr que c'est une situation très difficile et c'est pour ça que même si on s'associe complètement à l'esprit des revendications et même à certaines demandes particulières de ce mouvement, nous, à SOS Médecins France, on a décidé de poursuivre notre activité parce que bon, c'est vrai que c'est jamais le bon moment, je suis complètement d'accord, mais c'est vrai qu'on vit. Là, vous mettez l'accent sur ce mouvement des libéraux et sur cette grève. Moi, je voudrais plutôt qu'on parle de ce qui se passe dans la prise en charge des soins. On vit quand même une situation inédite. C'est pas la première crise et c'est pas la première épidémie que je vis dans ma carrière, mais celle-là, je crois que j'ai jamais connu autant de patients qui sont en demande de soins à cette période de l'année. J'ai jamais connu. Et pourquoi on vit une crise inédite? Certes, il y a un aspect conjoncturel, mais il y a aussi les conséquences de la démographie médicale qui fait que moi j'ai l'impression que de mois en mois, presque de jour en jour, il y a de moins en moins de médecins. Et comme il y a de moins en moins de médecins, ça s'en ressent sur la prise en charge des patients, ça se ressent sur la qualité de cette prise en charge. Quand vous savez que, par exemple, en plus aujourd'hui, il y a énormément d'épidémies, il y a énormément de pathologies infectieuses. Évidemment, ce sont des pathologies virales qui nécessitent en principe pas d'antibiotiques. Mais parfois, il y a des surinfections et vous savez qu'on est en pénurie d'amoxicilline. Donc on est dans une situation où il n'y a pas de médecin, on est dans une situation où il manque de certains médicaments essentiels, on est dans une situation où vous parlez de la crise à l'hôpital. Je vous assure que c'est les mêmes patients. Les mêmes patients, ils vont là, ils ont une réponse. Ils vont en ville, s'ils n'ont pas envie, ils vont à l'hôpital, etc. Et puis on travaille normalement à peu près en coordination, tous les médecins, en fonction de la gravité de la situation. Les uns adressent avec les autres. C'est comme ça qu'on travaille avec le SAMU. Donc on est dans cette situation-là. Donc, et quand je dis que même pour la question des médicaments, on est en pénurie, on est dans une situation où dans certaines villes, on demande aux gens de ne pas se rendre aux urgences, mais de téléphoner avant. Eh ben, je vous dis, moi, j'ai jamais connu ça. Et vous partagez ce bilan qui est dressé? Vous avez jamais connu ça, cette situation-là? Non, mais c'est ce qui est fantastique, c'est que on a eu une déflagration qui s'appelle le Covid, la crise Covid, qui a quand même bien montré dans quel état était notre système de santé, qui a fait le job, madame. Vous savez, il y a 20 ans, on était le premier système de santé au monde. Le système était vanté comme étant le plus performant. Ça ne fait que se dégrader. La question, c'est jusqu'où on accepte la dégradation. Vous savez, il y a des statistiques absolument abominables. Il y a des internes qui se suicident. Il y a un interne qui se suicide toutes les 3 semaines. Il y a des soignants qui se suicident tous les 2-3 jours. Les statistiques sur la santé la souffrance des agents du système de santé sont vraiment très inquiétants. Le problème, c'est que ce que je vous décris là, ce système de crise et de tension, il faut que les Français comprennent que ça retentit directement sur leur santé à eux et sur leur difficulté d'accéder aux soins. Quand mon collègue, il parle des difficultés en ville, qu'il n'y a plus de médecins. Et puis quand moi, je vous raconte que dans les établissements de santé, à Roubaix, ils ont fait revenir des infirmiers sur leurs vacances. Ils ont doublé parfois le nombre d'admissions. À un moment donné, c'est jusqu'où on va.
Justement, le système, à vous entendre, et c'est pas la première fois malheureusement, effectivement, on a l'impression qu'il est vraiment en train de craquer. C'est pas exagéré de dire ça. Oui, mais il est de notre devoir, et je pense que mon confrère, c'est pareil. Enfin, si je suis venu ce soir, c'est pour vous exprimer en tant que professionnel de santé et en tant que président d'une association, le collectif Santé en danger, qu'il est de notre devoir de dire à l'exécutif: arrêtez de laisser faire ça. Surtout, madame, que vous savez, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour le coup. Et on a mâché le travail à l'exécutif. On a des tonnes de rapports, de rapports du Sénat, des rapports de professionnels de santé de terrain qui donnent des solutions pérennes. On ne parle pas forcément d'argent, madame. Hein. Alors, indirectement, oui. Mais quand on vous dit qu'il n'y a pas assez de personnel à l'hôpital, on a quand même l'impression que la solution, elle est assez facile à trouver. Il va falloir plus de formateurs, plus d'écoles pour former des infirmières, et puis réellement augmenter le nombre de médecins. Quand on vous dit qu'en médecine de ville, il n'y a plus assez de médecins, il faut déjà arrêter de les embêter avec des charges administratives. Il faut peut-être tout faire pour que les futurs médecins généralistes qui regardent aujourd'hui ce qui se passe en médecine de ville aient envie de faire ces métiers-là. Parce que moi, si j'étais encore interne à me poser des questions et que je verrais ce qui se passe, les conditions de travail qu'on organise, c'est pas possible. Donc il est notre devoir de dire stop, on en a marre. On en a marre de devoir exprimer toujours la même chose à chaque crise. Il y a une manifestation qui est prévue, je voulais réagir justement, une manifestation qui est prévue le 5 janvier. Le mouvement va continuer. Je pense que le mouvement va continuer. Nous, je vous dis, du fait de la spécificité de notre pratique, on a décidé de continuer à travailler. Mais à titre individuel, il y a beaucoup de médecins de notre structure, de notre réseau SOS Médecins qui vont probablement se rendre à cette manifestation et qui vont participer à titre personnel de manière plus active. En fait, ce qu'il faut, comme l'a dit mon confrère, c'est retrouver de l'attractivité. Il faut donner envie. Il ne faut pas que les futurs médecins qui hésitent, qui réfléchissent, se disent si c'est pour faire médecine pour vivre ça, je ne veux pas, et donc il ne faut pas les faire fuir, il faut les attirer. Évidemment, ça passe pour la principale revendication du mouvement, mais pas que. Il faut continuer à faire ce métier parce qu'on en a envie. Il faut continuer à avoir une certaine logique. Par exemple, le prix de la consultation et de la visite, il est à peu près la même chose à quelques euros près. Donc évidemment, ça n'incite pas les médecins à se déplacer, à monter les étages à toutes les heures du jour ou de la nuit, alors qu'on aligne le tarif de cet acte de la même manière que la consultation ou la téléconsultation. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas logiques comme ça, il y a des choses qu'il faut modifier pour redonner envie, pour que les gens, par exemple, quand ils viennent à SOS Médecins, ils font de la visite à domicile parce que ça leur plaît, parce que c'est une pratique qui leur plaît, parce qu'ils aiment rendre service aux patients de cette façon-là. C'est ça qu'il faut retrouver, cette envie pour casser cette courbe impossible de la démographie médicale. Un dernier mot pour vous. Le président a dit que c'était l'une de ses priorités, de refonder ce système de santé. Est-ce que vous faites confiance? Vous avez confiance dans cette volonté de réforme du gouvernement? En tout cas, madame, c'est la démocratie sanitaire. C'est donner la possibilité à tous les Français, où qu'ils habitent, où qu'ils soient, quel que soit leur milieu, quel que soit leur revenu, d'être soignés de la même manière. C'est un principe fondamental de démocratie, la démocratie sanitaire. Puis c'est rassembleur, puis c'est fédérateur, et c'est porteur de bonnes... C'est vertueux comme thématique. Donc, l'histoire de confiance, vous savez, nous, on est quand même habitués à juger les actes. Et pour le moment, nous ne ressentons pas, au sein du collectif Santé en danger, une réelle conviction politique, volonté. On a une grande confiance en le ministre de la Santé, François Braun, mais il faut absolument...